le désert californien s'étend à perte de vue, brûlant sous les derniers rayons d'un soleil déclinant. Le ciel, en feu, projette des ombres sur une silhouette frêle, presque invisible parmi l'immensité. C'est une jeune fille, pieds nus, sur la poussière chaude, portant un sac qui semble bien trop lourd pour son petit corps. Elle avance sans but précis, fuyant une maison, un foyer devenu cage, un passé qu'elle tente d'enterrer. Elle ne sait pas exactement là où elle va, mais elle sait ce qu'elle cherche. Un sens, une place, une voix qui pourrait enfin apaiser le tumulte de son esprit. Le vent transporte une mélodie fragile, mais magnétique. D'abord, elle hésite, puis poussée par une curiosité qu'elle ne comprend pas encore, elle s'approche d'un groupe assis tout autour du feu. Au centre de ce cercle de visages illuminés par les flammes, il est là. Un homme mince, cheveux longs, un regard pénétrant, gratte une guitare tout en parlant d'un ton qui semble tout droit sorti d'un rêve hypnotique. Sa voix est douce, presque caressante, mais il y a quelque chose d'autre sous sa douceur, une espèce de force, une autorité, une influence qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Il parle de liberté, il parle d'amour, de rébellion contre un monde cruel et injuste. Autour de lui, tout le monde est d'accord, en silence, les yeux brillants, d'un mélange de fascination et de dévotion. Elle veut partir, mais ses pieds refusent de bouger. Quelque chose en elle vacille, une petite voix qui lui murmure que cet homme voit en elle ce que personne d'autre n'arrive à voir. Il la regarde enfin. Ce n'est pas un simple regard, c'est une dissection, une intrusion dans les parties les plus cachées de son être. « Toi, dit-il avec un sourire énigmatique, toi, tu es déjà des nôtres, tu ne le sais juste pas encore. » À cet instant, tout change. La solitude qu'elle porte depuis si longtemps s'évapore comme une goutte d'eau sur les braises du feu. Pour la première fois, elle a l'impression d'exister, de compter, de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle est hypnotisée. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce sentiment, aussi réconfortant soit-il actuellement, est un piège. Ce regard, cette voix, cette promesse, ce sont les chaînes invisibles de Charles Manson. Aujourd'hui, je couvre le cas complexe, profond et mystique du gourou Charles Manson. Comme dans bien d'autres épisodes du podcast, je vais faire le tour de son histoire depuis son enfance, je vais faire une analyse psychologique, mais avec une petite twist spéciale. J'ai accès à une évaluation psychologique conduite par le docteur Roy sur Charles Manson en 1997. Et dans cet épisode spécial, je vais faire un long et un pointu segment sur les sectes en général, mais plus spécifiquement sur la secte de la famille de Charles Manson. J'espère de tout cœur apporter un éclairage et des conseils judicieux pour aider les victimes, mais aussi leurs proches, à se protéger de telles organisations dangereuses. Sur ce, lançons-nous tout de suite sur l'épisode d'aujourd'hui. Bon podcast! Trigger warning, traumavertissement. Ce podcast traite de sujets particulièrement difficiles ou sensibles. Il ne convient pas aux enfants et l'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditrice ou de l'auditeur. En tant que psychologue, je tiens à rendre hommage aux victimes et à leurs proches. C'est pour elles que je fais ce podcast. J'ai à cœur d'offrir une analyse pointue, respectueuse et rigoureuse, basée sur de solides études scientifiques dont la liste intégrale est disponible au www.psychocrimepodcast.com. L'objectif est de comprendre les dynamiques psychologiques derrière ces comportements sans jamais excuser les actes criminels. Mes hypothèses sont basées sur les données actuelles, mais ne remplacent pas un diagnostic officiel. Si tu apprécies le podcast, merci de partager, de commenter, d'abonner ou laisser un avis. Bonne écoute!
Ma passion, les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast. Segment 0-5 ans. Dans l'Amérique profonde et étouffante, la Grande Dépression, un petit garçon sans nom voit le jour le 12 novembre 1934 dans la ville industrielle de Cincinnati, dans l'Ohio. Il est inscrit sur son acte de naissance comme No Name Maddox, un bébé né d'une mère adolescente et célibataire, Kathleen Maddox. Cette jeune fille de 16 ans, à peine sortie de l'enfance elle-même, est une âme en dérive, hantée par des épisodes d'errance, de débauche et de marginalité. Elle lutte pour exister dans un monde impitoyable où chaque jour, une bataille acharnée se joue contre la pauvreté, les jugements moraux et ses propres impulsions autodestructrices. Quelques semaines seulement après la naissance de l'enfant, il est finalement nommé Charles Miles Manson, prenant le nom de famille d'un beau-père qu'il aura eu pour une très courte durée, William Manson. Le père biologique, Walker Scott, un homme que Kathleen décrit comme séduisant mais profondément irresponsable, s'évapore bien avant l'arrivée de son fils dans ce monde. Ce vide paternel, laissé sans explication ni substitut, devient le premier maillon d'une chaîne de ruptures incessantes qui tisseront toute l'existence, tout le développement de Manson dans une folie d'abandon. La maison où grandit Charles n'a rien d'un foyer dans le sens traditionnel du terme. C'est plutôt une scène sombre de théâtre où Kathleen, jeune mère incapable de gérer ses propres blessures, oscille entre de rares élans de tendresse chaotique et de longues périodes de totale négligence affective. Les récits historiques, les témoignages la dépeignent comme une jeune femme impulsive qui semble préférer les bars enfumés au berceau de bébé et les bras d'hommes inconnus à ses responsabilités de mère. Certains ont même rapporté qu'une nuit, en état de grande ébriété, elle aurait échangé Charles contre une bouteille de bière à un inconnu dans un de ses repères sordides. L'écho de cet acte cruel a d'ailleurs longtemps résonné en lui comme le symbole glaçant d'une indifférence absolue qu'il a d'ailleurs subie tout au long de son enfance. La pauvreté crasseuse et tenace qui entoure son existence, en fait leur existence, aggrave chaque aspect du quotidien de l'enfant et de sa mère. Ils vivent dans des logements précaires où les murs suintent d'humidité malsaine, où les planchers craquent sous le poids des espoirs brisés. L'enfance de Charles se déroule dans ces environnements où l'abandon et l'instabilité ne sont pas une exception, mais bien les conditions de vie normales. Pas de jouets, pas de contes de fées pour s'endormir, mais seulement les échos menaçants des disputes nocturnes et les silences amers au petit matin. Ces premières années de vie de Charles sont marquées aussi par une succession incessante de séparations déchirantes. Incapable de maintenir un emploi stable, une relation saine ou un foyer, Kathleen confie très souvent son fils à des proches ou même à des inconnus pour disparaître parfois pendant plusieurs jours ou semaines. Ces ruptures répétées et imprévisibles sapent toute possibilité de créer un attachement sécurisant pour cet enfant. À seulement 5 ans, il est décrit comme un enfant au regard intense, observant le monde avec une grande vigilance, une vigilance démesurée pour un enfant de son âge. En 1939, alors que Charles n'a même pas 5 ans, un événement traumatisant vient marquer un tournant plutôt décisif dans son jeune esprit déjà en proie au chaos. Kathleen et son frère Luther sont arrêtés pour un vol à main armée. Après avoir attaqué un homme, Kathleen est alors condamnée à 5 ans
de prison pour ce crime, laissant Charles brutalement orphelin. Charles est alors placé chez une tante stricte et un oncle qui prône une discipline de fer en Virginie occidentale. Il est plongé dans un univers moralement très rigide où la punition corporelle et violences physiques sont monnaie courante. L'arrestation de sa mère est une autre trahison que le jeune garçon ne comprendra jamais entièrement, bien sûr. À l'aube de ses 5 ans, l'avenir de Charles Manson est déjà teinté d'une méfiance viscérale envers les autres, envers le monde. À 5 ans, il n'est déjà plus un simple enfant abandonné. Il est un enfant observateur, méfiant, profondément blessé et qui se prépare, bien sûr, inconsciemment, mais à survivre tant bien que mal dans un monde qu'il considère comme dangereux ou hostile. Segment 5 à 10 ans. Les années qui suivent l'arrestation de sa mère plongent Charles dans une obscurité encore plus dense. Toujours placé chez sa tante et son oncle, il se retrouve alors brutalement propulsé dans un univers qui est complètement à l'opposé de la vie chaotique qu'il connaissait avant auprès de sa mère. La maison est alors marquée d'un silence glacé, une rigidité puritaine et des règlements de fer qui écrasent toute forme de jeu ou de spontanéité pour l'enfant qu'il est à ce moment-là. Charlie est un étranger, un enfant dont la seule présence semble déranger un équilibre qui était probablement déjà fragile avant sa venue. Très vite, il apprend à disparaître dans les ombres, à obéir sans bruit, tout en observant avec une attention aiguë chaque détail, chaque fissure dans les murs d'autorité et de rigidité qui l'entourent. Lors des rares visites de sa mère, qui est alors fraîchement libérée de prison, Charles éprouve une espèce de mélange confusant entre l'espoir et la peur viscérale. Kathleen, bien que désormais sobre, demeure une figure parentale, une figure d'attachement profondément instable. Ses élans d'affection sont furtifs, presque guindés ou théâtraux, et s'accompagnent toujours d'une culpabilité palpable qu'elle tente de masquer par des promesses infinies qu'elle tiendra jamais finalement. À l'école, il est rapidement catalogué comme un enfant difficile, perçu comme incapable de se plier aux règles ou d'établir des liens avec les autres enfants. Ses enseignants dressent le portrait, en parlant de lui, d'un comportement qui est à la fois introverti mais provocateur aussi. Charles semble constamment osciller entre une quête désespérée de reconnaissance et un besoin viscéral de se rebeller contre toute forme d'autorité. Dans la cour de récré, il devient une figure marginale. Il est évité par ses camarades qui ressentent instinctivement sa différence. C'est durant cette période que Charles commence à démontrer ses premiers signes, ses premières tentatives de manipulation. Lorsqu'il se fait prendre en défaut, il pleure, il supplie, il joue la victime. Et il développe une espèce de capacité presque instinctive à retourner toutes les situations à son avantage, à exploiter la pitié ou la confusion des adultes autour de lui. Mais derrière ces stratégies, une rage immense, silencieuse, grandit en lui. L'enfant qu'il est apprend que les règles des autres peuvent être contournées, que la vérité est malléable et que le contrôle peut se gagner par des moyens invisibles. À l'intérieur, il cultive un monde parallèle, un espace mental où il est le maître, où les règles des autres, de la société, de l'école, ne s'appliquent plus à lui. Et lorsque Kathleen reprend finalement son fils sous sa garde, son retour ne marque pas, bien entendu, la fin de l'instabilité. Il déménage donc fréquemment, changeant de milieu, suivant les amants et les opportunités éphémères de Kathleen, passant d'un logement misérable à un autre. Charles est ainsi ballotté comme un objet, sans jamais trouver de racines affectives ou de stabilité dont tout enfant a besoin dans son développement. L'insécurité matérielle s'ajoute à cette insécurité relationnelle ou émotionnelle, et le jeune garçon comprend alors que, dans ce monde plutôt sombre, personne ne viendra le sauver. Segment 10-15 ans. À l'aube
l'aube de ses 10 ans, Charles Manson n'est déjà plus un enfant. La douceur de l'enfance, s'il en a jamais connu un seul fragment, s'est dissipée totalement dans un brouillard épais de rejet, de déplacement, de traumatisme et de désillusion. Revenu officiellement sous le toit de sa mère, il découvre un univers où les règles changent au gré du vent et au gré des humeurs, des désirs, des besoins de Kathleen. Elle oscille entre de rares périodes de sobriété, teintées de remords, et de sombres rechutes qui l'emportent dans les bras de toutes sortes d'hommes violents et qui sont toujours de passage. Charles apprend vite à devenir invisible, à anticiper les prochains mouvements, les prochaines colères de sa mère ou les remarques méprisantes de ses amants passagers. Sa chambre devient alors une espèce de sanctuaire d'évasion où il rêve d'une liberté qui prend désormais la forme d'un fantasme où il y a une absence totale de contraintes, une vie dont il est le roi, le maître, où il n'y a aucune attache ni responsabilité. À l'école, Charles n'est qu'une ombre parmi les autres. Ses résultats sont médiocres, ses interactions sont plutôt rares et maladroites. Il n'a pas d'amis, mais il a déjà appris à jouer des rôles, à porter des masques pour naviguer dans ce monde qui ne semble pas fait pour lui, finalement. Lorsqu'il est pris en faute, il raconte un tas d'histoires, des récits de bravoure, de malheurs imaginés. Il teste l'effet que ses émotions guindées produisent sur les autres, sur les adultes, sur les enseignants ou sur les camarades. Parfois, il réussit à les attendrir, mais souvent, il récolte des punitions qui font qu'alimenter finalement sa méfiance et sa rébellion contre l'autorité. C'est aussi durant ces années-là que Charles découvre l'attrait grisant des premières transgressions. Par exemple, à 12 ans, il vole pour la première fois, en prenant une bicyclette dans la rue juste pour voir s'il peut le faire, s'il peut s'en tirer. Lorsqu'il est arrêté, il minimise son acte, il invente des excuses, il joue le rôle d'un enfant perdu. Mais à l'intérieur, une flamme s'allume. Il a goûté au frisson de défier les règles. Il a compris qu'il pouvait manipuler les adultes pour s'en sortir en utilisant les bonnes stratégies. Cette leçon, il ne l'oubliera jamais. Son comportement déviant ne fait que grandir, s'intensifier à mesure qu'il grandit. À 13 ans, il s'introduit par infraction dans une épicerie et vole de la nourriture puis des cigarettes. Cette fois, sa mère, excédée, décide qu'elle ne peut plus gérer son fils. Charles est alors envoyé dans une école de réforme pour garçons rebelles, un endroit particulièrement austère où règne une discipline militaire et des punitions corporelles. Mais au lieu de le briser, ce nouvel environnement-là va venir plutôt affiner ses talents de manipulateur. Et il devient le bon élève en surface qu'on attend de lui, obéissant aux règles pour éviter les punitions, tout en planifiant en secret des rébellions avec ses camarades. Il réussit même à convaincre d'autres garçons de voler pour lui, leur promettant de la protection, une amitié, avant de les trahir sans scrupule. À cet âge, Charles commence aussi à développer une espèce de fascination intense pour le contrôle, un besoin viscéral de dominer son environnement, aussi petit soit-il. Dans l'isolement des dortoirs, il s'imagine des mondes où il serait le maître absolu, où il pourrait créer ses propres lois. Et ses fantasmes de pouvoir deviennent alors un refuge, mais aussi une espèce de graine sombre qui germera de plus en plus. À 15 ans, il finit par s'échapper de l'institution où il était censé être réformé et il rentre chez sa mère. Mais évidemment, Kathleen n'a pas changé. Elle le tolère à peine, elle l'accuse de lui compliquer la vie, elle ne lui montre aucune forme d'amour. Et lorsqu'il vole à nouveau, cette fois des vêtements dans un magasin, elle le renvoie à nouveau, loin d'elle, dans une autre maison de correction. Et cette ultime rupture vient sceller une conviction glaciale. Personne ne l'aime et ne l'aimera jamais. Et il ne peut donc désormais que compter sur lui-même. Ces années d'adolescence, loin de le préparer à affronter le monde ou à forger une identité saine et équilibrée, l'entraînent plutôt dans une spirale d'exclusion et de rejet. Et elle façonne aussi les outils qui deviendront ses armes plus tard, la manipulation, le mensonge.
et une capacité inquiétante à comprendre rapidement les vulnérabilités, les failles des autres pour mieux les exploiter. Charles Manson n'est encore qu'un adolescent, mais déjà, il a cessé de rêver d'une vie normale. Dans son esprit sombre, un nouvel ordre se dessine. Un monde où il n'aura plus jamais à se plier aux règles des autres. Un monde où il sera le Dieu. Segment 15, 25 ans. À 15 ans, donc, Charles Manson quitte définitivement l'ombre fragile de sa mère pour plonger dans une obscurité encore bien plus profonde. Celle des institutions et des prisons pour jeunes délinquants. À cet âge, déjà, il est un vétéran des ruptures et des abandons. Chaque nouvelle autorité qu'il rencontre n'est qu'à ses yeux un nouvel obstacle à contourner, à comprendre, à manipuler. Charles apprend rapidement que les règles des adultes ne sont qu'un jeu et il devient un maître à ce jeu-là, un maître des apparences. Il se fait discret, poli, jouant le rôle du jeune homme parfait, repentant, tout en préparant ses plans en secret. Sa première grande incarcération survient après une série de vols et il est alors envoyé dans un centre de détention pour mineurs en Virginie occidentale où il découvre un univers brutal. Il y a de la violence physique et psychologique et ça de manière omniprésente. Charles, loin d'être brisé par ça, s'adapte. Il observe, il analyse et surtout, il manipule. Il se lie d'amitié, par exemple, avec les garçons les plus vulnérables, en exploitant leur solitude ou leur peur pour asseoir sa dominance, son influence. Dans cet environnement hostile, il perfectionne ses compétences qui deviendront plus tard sa signature. En parallèle, Charles développe une relation ambivalente avec la musique. Il apprend à jouer la guitare grâce à un autre détenu. En découvrant cet instrument-là, il découvre un rare moyen d'expression et de contrôle. La musique devient pour lui une échappatoire, mais aussi une arme. Avec une chanson, avec la bonne chanson, il peut capter l'attention, il peut captiver une salle, attirer le spotlight sur lui, devenir le centre de l'univers. À 17 ans, il s'échappe à nouveau de l'institution et il vole une voiture. Il parcourt plusieurs états avant d'être repris par la justice. Cette fois, le système judiciaire décide de le juger comme un adulte. Il est donc envoyé dans une prison fédérale, une étape qui marquera le véritable début de son immersion dans le monde criminel. En prison, il rencontre des mentors inattendus, des criminels endurcis qui vont venir lui enseigner toutes les subtilités du mensonge, du chantage, de la manipulation à grande échelle. Charles absorbe ces leçons avec une avidité inquiétante. Il comprend que le pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans l'influence subtile et dans la capacité à faire plier la volonté des autres pour se mouler à la sienne. À 20 ans, alors qu'il est libéré, la liberté est pour lui un concept vide. Sans famille, sans foyer, sans repère, il retourne à ce qu'il connaît. Voler, frauder, manipuler. Ses relations avec les femmes deviennent une espèce de terrain d'expérimentation pour son besoin de contrôle. Il se met alors à séduire, à mentir, à exploiter ces femmes-là en utilisant l'affection pour obtenir de l'argent, un logement, ou simplement obtenir de la reconnaissance et de la validation à propos de son pouvoir et de ses capacités. À 23 ans, il est de nouveau arrêté. Cette fois, il a volé une voiture et a franchi illégalement les frontières d'un autre État. En prison, il va donc maintenant perfectionner de plus en plus son charisme. Il devient une espèce de conteur captivant, capable de transformer les pires aspects de sa vie en espèce de récit héroïque ou tragique qui obnubile, qui hypnotise ses auditeurs. À 25 ans, Charles Manson n'est plus seulement un délinquant. C'est un homme qui a été façonné par le rejet, la violence et le besoin incommensurable de contrôle. Ses années de prison ont transformé ses faiblesses en armes. Et alors qu'il est libéré en 1967, il n'a aucun plan concret, mais il a une vision. Créer un monde à son image, un univers où il est le maître absolu. À sa sortie, donc, il débarque dans un monde en pleine effervescence,
C'est l'Amérique des années 60 qui est en pleine ébullition. Le mouvement hippie a atteint son apogée. Il y a des idéaux de paix, d'amour libre, de révolution sociale qui captivent toute la génération des jeunes personnes qui sont en quête de sens. Et pour Manson, cet univers devient une forte opportunité, un terrain fertile pour semer les graines de son influence. Débarquant à San Francisco avec sa guitare et un charisme brut, il commence à rassembler autour de lui des âmes perdues, principalement des jeunes femmes. Elles sont attirées par son énergie magnétique, par sa manière de parler de la liberté, de la transcendance, mais surtout par l'attention qu'il leur donne. Pour ces jeunes femmes, souvent en rupture avec leur famille ou en quête d'un sens à leur vie, Manson devient une figure paternelle, un guide spirituel, un prince charmant et même un prophète. Très vite, Charles perfectionne son rôle de leader. Il mélange des références bibliques à des idées empruntées au bouddhisme et plusieurs courants de pensée ésotériques. Il joue de sa guitare, chante des chansons qu'il a écrites lui-même et utilise la musique comme une espèce d'outil pour hypnotiser et séduire. Mais derrière ses discours sur l'amour et la liberté se cache une ambition bien plus sombre. Il ne veut pas seulement être aimé, il veut être adulé. En 1968, Manson et son groupe, qu'il appelle désormais sa famille, quittent San Francisco pour s'installer dans le Ranch Spahn, un lieu isolé en Californie du Sud. Le ranch, un ancien décor de film western, devient le théâtre d'une vie communautaire idéale et parfaite, mais terrorisante et horrible à la fois. Les journées sont remplies de musique, de drogue, de rituels étranges où Manson se proclame le chef suprême. La nuit, il raconte des histoires de fin du monde et il prêche une guerre raciale imminente qu'il appelle Helter Skelter, inspirée d'une chanson des Beatles. Et dans cet apocalypse imaginaire, la famille doit émerger comme les nouveaux maîtres du monde. Sous l'emprise de Manson, ses disciples abandonnent peu à peu toute forme d'autonomie, de jugement, d'individualité. Ils adoptent son mode de vie, ses idées et son mépris pour les règles de la société. Charles utilise leur dévotion pour les manipuler en les isolant de plus en plus du monde extérieur. Ce que les adeptes perçoivent comme de l'amour et de la liberté, finalement, n'est qu'un contrôle total qui leur enlève toute forme de liberté. Segment meurtre. L'année 1969 marque la descente de la famille aux horreurs. Convaincu que le chaos est absolument nécessaire pour provoquer la guerre raciale qu'il prophétise, Manson décide de passer à l'action. Dans la nuit du 8 au 9 août 1969, il envoie 4 de ses disciples, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian, dans une maison de Beverly Hills. Cette maison, inconnue pour eux, est celle du réalisateur Roman Polanski et de sa femme enceinte, Sharon Tate. Ce qui suit est un carnage d'une brutalité inouïe. Sharon Tate, alors enceinte de 8 mois, et 4 de ses invités sont sauvagement assassinés. Le sang des victimes est utilisé pour écrire des messages sur les murs, un spectacle horrifiant et macabre qui vise à semer la terreur. Le lendemain, Manson ordonne une autre attaque. Cette fois, les membres de la famille prennent pour cible le couple LaBianca. Encore une fois, les meurtres sont d'une violence extrême. Manson, bien qu'il ne participe pas directement aux actes, orchestre tout. Il donne les ordres, il choisit les cibles, il dicte les messages sanglants à laisser sur les murs. Ces crimes secouent l'Amérique. Il brise l'illusion de l'innocence du mouvement hippie et révèle une violence cachée sous le masque de la contre-culture. Manson devient l'incarnation du mal pour une génération entière, un symbole de la façon dont le charisme et la manipulation peuvent engendrer des actes d'une monstruosité inconcevable. Segment prison à aujourd'hui. Après leur arrestation en 1969, Manson et plusieurs membres de la famille sont jugés pour les meurtres.
Le procès, qui débute en 1970, devient un immense spectacle médiatique. Manson, fidèle à son personnage habituel, transforme la salle d'audience en une scène théâtrale où il est littéralement la vedette. Il interrompt les témoignages, il chante, il fait des déclarations grandioses et interminables. Et ses disciples, toujours sous son emprise, gravent des croix dans leur front et imitent les comportements de leur gourou. Le 29 mars 1971, Charles Manson est condamné à mort. Mais en 1972, la Californie abolit la peine de mort et sa sentence est donc commuée en prison à vie. Emprisonné dans divers établissements au fil des décennies, Manson continue de captiver l'imaginaire collectif. Il reçoit d'ailleurs des centaines, des milliers de lettres de fans. Il va donner des interviews télévisées où il mélange des déclarations incohérentes et certains moments de lucidité glaçante. En prison, Manson demeure un gourou, adulé par des centaines de personnes. Il inspire encore des actes de grande dévotion chez certains de ses adeptes, bien que ses idées perdent de leur impact. Il passe ses journées à dessiner, jouer de la guitare et écrire des lettres. Mais à aucun moment, il ne démontre aucun remords, affirmant toujours qu'il n'a tué personne directement, rejetant la responsabilité sur ses disciples. Le 19 novembre 2017, à l'âge de 83 ans, Charles Manson meurt de cause naturelle dans un hôpital de la Californie. Jusqu'à la toute fin, il est resté une figure ambiguë, un symbole à la fois d'horreur et de fascination pour le mal. Sa mort ne met pas fin à son héritage. Manson reste une énigme culturelle, une leçon brutale sur les dangers du charisme malveillant et de l'idéologie extrême. Comme à mon habitude, je veux prendre 1 minute de recueillement pour les victimes de cette personne particulièrement troublée. Cette fois-ci, je vais nommer les victimes des meurtres, mais je vais nommer également les membres, ceux qu'on connaît, de la secte, comme également ayant été des victimes. C'est une initiative qui peut être questionnable ou controversée parce que certaines de ces personnes-là ont elles-mêmes commis des crimes. Et même si elles étaient sous l'emprise d'un gourou, leurs gestes restent inexcusables, impardonnables. Et pour plusieurs, d'ailleurs, elles ont été traduites en justice et punies pour ces crimes-là. Mais quand je parle d'un gourou de secte, je dois parler des adeptes et les considérer, au moins à un certain niveau, à un certain degré, comme étant des victimes. Au minimum, des tactiques d'endoctrinement du gourou de cette secte-là. Voici donc la liste des victimes. Sharon Mary Tate Polanski, 26 ans. Jay Sebring, 35 ans. Abigail Ann Folger, 25 ans. Wojciech Frykowski, 32 ans. Stephen Earl Parent, 18 ans. Leno LaBianca, 44 ans. Rosemary LaBianca, 38 ans. Saignement, traumatisme et violence. Pour cet épisode spécial sur Charles Manson, je me permets de déroger légèrement de mon format habituel pour le podcast. Je vais bien sûr, comme à mon habitude, explorer son enfance pour comprendre les bases qui ont forgé sa personnalité. Mais je vais surtout me concentrer sur une analyse psychologique extrêmement élaborée qui a été conduite par un collègue, le Dr. Roy, psychologue spécialisé en psychologie criminelle.
Dr. Roy a eu l'opportunité rare de réaliser la toute dernière évaluation psychologique complète de Charles Manson, et ça en 1997. Et le travail qui en a découlé livre des éléments inédits sur la complexité mentale de ce criminel emblématique. Son objectif principal était de remettre en question le diagnostic de schizophrénie que Charles Manson avait obtenu, ainsi que d'approfondir son profil psychologique et explorer des hypothèses, par exemple au niveau du QI et du trouble de la personnalité. Mais commençons par l'analyse des premières années de vie. Premières années de vie, rejet et négligence. Charles Manson est né dans un contexte familial marqué par un profond rejet et une négligence parentale manifeste. D'abord, il n'avait qu'un seul parent, et ce parent, donc sa mère, Kathleen Maddox, était une adolescente instable et souvent impliquée dans des activités criminelles qui démontraient très peu d'intérêt pour son rôle maternel. Elle était fréquemment absente et lorsqu'elle était présente, son comportement oscillait entre l'indifférence et l'hostilité. Dès ses premières années de vie, Charles Manson a dû faire face à un environnement où l'amour, la sécurité et la stabilité étaient totalement absents. 3 aspects absolument essentiels au développement d'un enfant. D'ailleurs, selon les théories de l'attachement de Bowlby, en 1982, un enfant qui est privé d'une figure maternelle stable et aimante est susceptible de développer un attachement insécure ou même désorganisé. Ce type d'attachement-là va souvent entraîner des troubles émotionnels profonds, une faible capacité à réguler les émotions et surtout une incapacité à ensuite construire des relations interpersonnelles saines. Ces troubles vont souvent d'ailleurs se manifester par des comportements soit agressifs ou antisociaux à l'âge adulte. Dans le cas de Charles Manson, ce vide affectif s'est traduit par une quête incessante de contrôle et de validation. Les recherches indiquent que les enfants négligés comme Manson présentent des taux plus élevés que la plupart des autres enfants pour développer des troubles anxieux, des troubles dépressifs, mais surtout des troubles antisociaux à l'âge adulte. Ça, c'est selon Murty, une étude qui a été conduite en 2014. Une négligence affective chronique va littéralement altérer le développement cérébral, notamment des régions responsables de la gestion du stress et des émotions. On a parlé dans d'autres épisodes, mais on parle ici du cortex préfrontal et de l'amygdale. Pour l'épisode, je me suis intéressée à une étude de Hilliard et Wolf en 2002. Chez Manson, ce manque de soins parental a amplifié son besoin de manipuler les autres pour combler ce déficit émotionnel. Certaines études que j'ai décortiquées à propos de la négligence chez les enfants démontrent que les enfants exposés à des environnements négligents ou abusifs développent littéralement des réponses biologiques altérées au stress. Ça va inclure ici des niveaux accrus de cortisol qui va être responsable d'une hyperactivation du système de réponse au danger. Ici, je pense à l'étude de Crouch et Milner en 1993. Manson, ayant grandi dans un tel climat, a probablement internalisé une vision du monde hostile où la manipulation et le contrôle étaient ses seuls mécanismes, ses seules armes de défense pour survivre. Charles Manson naît dans un contexte familial marqué par le rejet et par la négligence. Dès sa naissance, il est traité comme un fardeau plutôt que comme un enfant désiré, aimé et qui a sa place dans le monde. À plusieurs reprises, d'ailleurs, Kathleen le menace de l'abandonner ou l'abandonne littéralement à sa famille, à des inconnus et parfois pendant de très longues périodes, à des moments cruciaux de son développement. J'en ai parlé d'ailleurs dans des épisodes précédents, la négligence affective a été démontrée comme étant un mauvais traitement particulièrement marquant pour le développement d'un enfant. Cette négligence, et surtout lorsqu'elle est répétée, et pire encore de la part des 2 parents, ou dans le cas de Manson, quand il y a un seul parent, fait énormément souffrir l'enfant. L'affection, la relation, l'amour sont des absolus essentiels pour un enfant au cours de son développement. Et j'ai nommé des conséquences démontrées dans les études lorsque ces choses-là sont manquantes, mais la liste exhaustive de ces conséquences-là est très longue et d'ailleurs, elle peut varier d'une personne à l'autre. Mais une chose est certaine, alors qu'une grande majorité s'entend pour dire qu'un des sens de la vie,
un des objectifs de l'être humain est celui d'être aimé, d'être en relation, de se sentir connecté, l'enfant en développement qui en est totalement privé est particulièrement souffrant. Et il n'aura pas d'autre choix que de développer certains schémas de pensée en lien avec ces traumatismes-là et certains mécanismes de défense pour survivre psychiquement. L'un des mécanismes fréquents consiste à ce que l'enfant adopte l'idée que personne ne l'aimera jamais et pour aucune raison, d'aucune manière. Puis quand on y pense, c'est assez logique. Qui serait supposé nous aimer après que les deux personnes ou la seule personne qui nous a mis au monde ne l'ait pas fait? L'enfant en vient à croire qu'il n'est tout simplement pas digne d'être aimé et que c'est de sa faute même. Charles Manson a probablement adopté l'idée de type « les autres ne m'aimeront jamais », sauf si je parviens à être plus brillant qu'eux et que je leur mens pour les avoir de mon bord, pour leur faire croire que je suis aimable. En schémothérapie, on appellerait ce schéma de pensée-là, ou du moins le début de l'idée, le schéma imperfection honte. Dans ce contexte-là, il aurait également pu développer le schéma de pensée « les autres sont mauvais, me feront toujours du mal, je dois être plus fort, plus vite » et les maîtriser avant qu'ils ne puissent me faire du mal. Et en schémothérapie, on appelle ce schéma de pensée « méfiance-abus ». Abus et violence, les racines de la méfiance et de la colère. Alors non seulement, durant son enfance, Charles a été rejeté et abandonné de toutes parts et à de nombreuses reprises, mais il a été aussi exposé à des violences psychologiques et des violences physiques. Sa mère, bien que présente par moments, se montre la plupart du temps instable et incapable de fournir un cadre sécurisant pour le jeune enfant. Le monde devient rapidement, pour cet enfant en plein développement, une source de danger et de peur de laquelle il faut se méfier. Lorsqu'un enfant grandit dans le rejet, l'abandon et les violences, et qu'il apprend ainsi que le monde et les êtres humains représentent tous un danger, il peut adopter 3 types de réactions. En fait, il peut développer toutes sortes de mécanismes de défense, d'émotions, de pensées, qui le fait se comporter de différentes manières en relation, mais on peut les classer en 3 grandes catégories. Il peut soit se soumettre à d'autres personnes, obéir à leur volonté, se soumettre à leur mauvais traitement, leur violence pour essayer d'apaiser, c'est la voie de la soumission. En schémothérapie, on dirait aussi de la capitulation. Il va se retrouver ainsi fréquemment dans des relations dépendants, codépendants, des relations toxiques, des relations violentes. Ou encore, il peut prendre la voie de l'évitement. Faire tout en son pouvoir pour éviter les relations interpersonnelles. Ainsi, il ne sera pas en relation avec personne ou presque. De cette manière, il évite les dangers des relations. Et s'il en est d'ailleurs épargné ou sauvé de cette souffrance-là, il n'en reste pas moins que son besoin affectif, son besoin humain d'être en relation n'est absolument pas comblé. Et ces souffrances finiront tôt ou tard par ressortir par toutes sortes de manières au cours de sa vie. Et finalement, il peut adopter aussi la voie de la contre-attaque, être à son tour le danger. Attaquer l'autre de toutes les manières qui soient avant qu'il ne l'attaque. Dans le cas de Charles Manson, si au cours de sa petite enfance, il a été plutôt forcé d'adopter la voie de la soumission, un jeune enfant de cet âge-là n'a pas les ressources mentales, physiques, affectives pour faire autrement. Il n'en reste pas moins qu'assez rapidement, il a voulu renverser ce cercle vicieux et devenir en contrôle. Il a donc appris assez tôt à manipuler et à mentir pour obtenir ce qu'il voulait. Et plus tard, ce mécanisme-là s'est bien sûr décuplé et a servi ses intérêts pour manipuler les gens et les maintenir sous son emprise. D'un point de vue psychologique, j'en ai parlé dans d'autres épisodes du podcast, ces expériences traumatiques de rejet, de négligence et de violence répétées sont venues renforcer chez Charles des traits narcissiques défensifs.
En réponse à un environnement où il est constamment dévalorisé et rejeté, il doit se développer une image grandiose de lui-même comme un mécanisme de survie, projetant sur les autres ses propres insécurités. Profondément, le petit enfant qu'il était se sentait foncièrement détesté et rejeté. Et cette souffrance-là est tellement insoutenable que l'esprit humain peut en venir à développer un faux amour de soi, un faux self, une image ou une estime qui est complètement inventée, plaquée, caricaturale et qui prendra la tangente du narcissisme, et ça dans le but de survivre psychiquement. Malheureusement, ce narcissisme se manifeste plus tard chez Manson dans sa capacité à manipuler et à dominer ceux qui l'entourent. Isolement et carence affective, la quête de contrôle. Durant son adolescence, Manson est placé à plusieurs reprises dans des foyers, dans des institutions pénitentiaires. Ces environnements extrêmement rigides et punitifs, et bien souvent abusifs de différentes manières, vont venir accentuer son sentiment de rejet et bien sûr sa méfiance envers les adultes, les figures d'autorité. Il apprend très rapidement à peaufiner ses aptitudes dans le mensonge, la manipulation, la séduction, comme des outils pour obtenir ce qu'il veut. La littérature scientifique qui porte sur les troubles de la personnalité, par exemple antisociale, dans le DSM-5, va venir mettre en évidence que les individus qui ont grandi dans de tels contextes de rejet parental, surtout prolongés, dans une instabilité au niveau du développement, vont souvent développer des stratégies d'adaptation basées sur le contrôle et l'exploitation des autres. Chez Manson, ces comportements deviennent alors un mode de vie, un espèce de moyen de combler son vide intérieur et de se protéger des nouvelles blessures émotionnelles. Le culte comme extension de son ego. L'élément le plus frappant de la psychologie de Manson, c'est sa capacité à créer un culte, littéralement, autour de lui. En combinant des éléments de spiritualité, de rébellion sociale et sa manipulation émotionnelle, il parvient à recruter des individus vulnérables et à les convaincre de son contrôle messianique. Les recherches sur les leaders de sectes nous montrent que leur succès repose souvent sur les capacités à exploiter les besoins émotionnels non satisfaits de leurs adeptes. Manson cible des jeunes en quête d'identité utilisant des techniques de lavage de cerveau, dont on va parler un peu plus tard, tels que l'isolement, l'intimidation, l'induction de la peur pour maintenir son emprise. Selon le Dr. Roy, cette dynamique est une extension directe de son besoin pathologique de contrôle et de validation nourri par son narcissisme et sa psychopathie. Une réflexion clinique. Il est important de noter, bien que Manson n'ait commis aucun meurtre directement, qu'il est responsable de la manipulation et du conditionnement qui ont conduit ses disciples à agir. Son rôle dans ces crimes illustre à quel point un trouble de la personnalité antisociale, la psychopathie, lorsque combinés à une grande intelligence stratégique, à un charisme naturel, peuvent devenir des outils de destruction massive. En tant que psychologue, je ne peux pas m'empêcher de voir Charles Manson comme un exemple tragique d'un enfant profondément brisé qui, faute de soins et de soutien, est devenu un maître de la manipulation et de la destruction. Sa trajectoire est un rappel poignant des conséquences profondes et durables, des traumatismes non résolus et des carences affectives graves. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services, tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payés par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle Dr. Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Segment spécial,
évaluation diagnostique approfondie. En fouillant, sans relâche pour cet épisode du podcast, j'ai eu la chance de trouver une analyse très approfondie d'une évaluation psychologique conduite sur Manson en 1997. J'ai donc décidé de consacrer littéralement tout un segment du podcast pour me pencher sur cette analyse-là. Bien sûr, pour les besoins de la cause, j'ai dû simplifier le langage un petit peu, le processus et les détails. Autrement, on y aurait passé la nuit. Mais je crois bien avoir ciblé les éléments les plus importants, les plus pertinents. Prêt pour l'analyse? On part. Donc, en 1997, Manson est alors interné à la prison de Pelican Bay, un centre à haute sécurité, et il est alors âgé de 64 ans quand le docteur Roy obtient son consentement pour conduire une évaluation psychologique approfondie sur lui. Cette évaluation est donc menée sur plusieurs séances individuelles et elle va viser à explorer les fondements de la psyché de Manson à l'aide de plusieurs tests psychométriques rigoureux, et ça tout en respectant un cadre éthique strict qui est d'ailleurs exigé par notre ordre professionnel, et ça même avec des individus qui ont commis des actes horribles comme Manson. Son désir de participer à une telle évaluation reflète probablement son désir constant de maintenir une notoriété, une volonté d'être vu, d'être reconnu, analysé, d'être adulé, d'être considéré comme une exception ou hors norme. Plusieurs tests standardisés ont été utilisés. Je pense ici au test de Rorschach pour observer ses réponses projectives qui vont venir offrir un aperçu de ses perceptions et de ses distorsions de la réalité. Les tests de Rorschach sont des tests d'approche psychanalytique qui font que la personne livre certaines interprétations du subconscient. Donc, même si on veut manipuler, c'est très difficile de le faire dans ce type de test-là. En fait, c'est impossible. On a utilisé également le MMPI, qui est le Minnesota Multiphasic Personality Inventory, qui permet de déceler des tendances, notamment de psychopathie, de psychopathologie spécifiques. C'est un test qui est utilisé en psychométrie de manière internationale, qui va nous aider à dépister notamment les troubles de la personnalité, mais au-delà de ça, qui va nous aider à comprendre les traits de personnalité de manière approfondie. Je suis personnellement une experte de ce test psychométrique et quand j'ai vu que l'évaluation du Dr. Roy l'incluait, j'en étais bien heureuse. C'est un test qui a été validé scientifiquement à des centaines et des centaines de reprises. C'est une mesure psychométrique particulièrement fiable. Ensuite, sur Manson, on a utilisé le WAIS, qui est le Wechsler Adult Intelligence Scale, qui vise à évaluer dans le fond son fonctionnement cognitif global. Ou en d'autres termes, c'est le test de QI officiel qu'on utilise partout sur la planète, les psychologues, les psychiatres, et ça nous permet d'identifier si une personne est dans la courbe normale de l'intelligence ou si elle présente à un bout de la courbe un certain retard intellectuel ou à l'autre côté de la courbe, plus rarement, une douance intellectuelle. Ce test aussi, j'en suis une experte, je l'ai conduit sur des centaines de personnes. Et il ne s'agit pas de tests avec quelques questions simples, mais c'est plusieurs épreuves complexes dans différentes sphères de l'intelligence, dont il faut bénéficier d'ailleurs d'une formation spécifique et pointue pour pouvoir passer le test à un patient et pouvoir aussi interpréter les données brutes qu'on en retire. On a utilisé le fameux PCLR, donc si tu te rappelles, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, le Psychopathie Checklist Revise. C'est un test, dans le fond, qui est un test phare, un test clé pour mesurer les traits psychopathiques qui a été créé par Hare pour nous aider à définir, dans le fond, la présence ou l'absence de psychopathie chez un individu, puis aussi en définir la sévérité. Donc, regardons maintenant les résultats à ces tests-là et l'analyse diagnostique. Donc, Dr. Roy est arrivé à plusieurs conclusions dans son rapport. En premier lieu, il a nommé un profil psychotique et schizotypique. Donc, un des aspects les plus fascinants de cette évaluation-là, c'est la dimension schizotypique de Manson. Les réponses au Rorschach vont montrer une pensée qui est complètement désorganisée et un détachement de la réalité, ce qui laisse penser à un trouble psychotique non spécifié.
Donc, on n'est pas en présence officiellement d'une schizophrénie à proprement parler, mais il y a clairement des idées psychotiques, une déconnexion avec la réalité. Par exemple, cette pensée-là déformée s'est cristallisée dans son idéologie de Helter Skelter, une prophétie délirante de guerre raciale qui a commencé à ériger en un véritable culte. Dans le fond, c'est autour de ça que tournait son culte de la famille. Ce besoin de structure dans un monde perçu comme hostile l'a conduit à fabriquer comme une espèce de vision apocalyptique, une espèce de refuge pour lui qui semblait aussi réel que n'importe quel fait tangible. Ces traits psychotiques expliquent comment il a pu maintenir aussi une certaine emprise sur ses disciples. En tant qu'une figure profondément charismatique, il a projeté sur eux ses propres croyances déformées en leur offrant une espèce de monde cohérent, même si c'était profondément incohérent ou qu'il était profondément dérangé. Cette réalité alternative est devenue leur norme. C'est devenu comme une espèce d'illusion collective bâtie sur ses propres perceptions délirantes. Ensuite, Dr. Roy a nommé, bien sûr, on s'y attendait, les traits antisociaux et psychopathiques. Donc, l'évaluation révèle également un profil fortement antisocial, marqué par des tendances psychopathiques. Le score de Manson sur la Psychopathy Checklist est très élevé, ce qui témoigne de son absence totale de remords, de son incapacité à ressentir de l'empathie et de son talent pour la manipulation. Sa vie tout entière illustre un mépris constant pour les règles, pour les autres, et cette évaluation-là vient montrer qu'il utilise ce mépris-là comme une espèce de forme de pouvoir. Son comportement en prison en est un exemple frappant. Même enfermé, il a continué de capter l'attention médiatique et l'amour de ses fidèles, de ses adeptes, en entretenant son image publique. Le narcissisme de Manson est ici aussi un essentiel dans l'évaluation. Il se voyait comme une figure supérieure, comme un prophète. C'est pas peu dire quand quelqu'un se déclare le gourou, le roi, le prophète d'une quelconque organisation. Il y a derrière ça un sentiment de grandeur qui va pousser la personne à agir sans limite, à exploiter ceux qui leur font confiance. L'interprétation du Dr. Roy conclut que les troubles observés chez Manson est un mélange complexe de vulnérabilité biologique, de traumatisme infantile et d'un environnement social violent et chaotique. C'est important de noter qu'au niveau du MMPI, certaines questions sont cotées dans le test pour évaluer est-ce que la personne ment, est-ce que la personne est cohérente, est-ce qu'elle est consciente de ses propres problèmes, est-ce qu'elle exagère, est-ce qu'elle diminue ses souffrances. Et ces questions-là, qui sont un peu partout dans le test, nous permettent d'avoir des échelles de mensonges, de validité, de fidélité, et d'autres là que j'entrerai pas dans les détails de la psychométrie parce que c'est un domaine qui est quand même assez complexe, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans le cas de Manson, les échelles d'incohérence, donc le fait de donner parfois des réponses à certaines questions, puis une toute autre réponse à d'autres questions similaires plus loin dans le test, et l'échelle de mensonge était assez élevée. Quand ces échelles-là sont trop élevées, on doit littéralement annuler le test, le considérer comme invalide. Mais dans le cas de Manson, le test est resté valide. Mais il fallait alors interpréter les résultats du reste du test avec plus de nuances ou de prudence parce qu'elle avait été exagérée. En troisième lieu, Dr. Roy parle d'une fascination pour les idéologies extrémistes et influences contemporaines. Enfin, l'étude du Dr. Roy aborde la persistance de l'influence idéologique de Manson au-delà de ses crimes. Ses croyances en une société qui devait se détruire pour renaître ont trouvé écho dans les mouvements extrémistes contemporains, notamment ceux qui prônent l'accélérationnisme. Aujourd'hui, certains groupes néo-nazis et anarchistes continuent de vénérer Manson, non pas pour ses actes, mais pour ses idées de destruction sociale. Pour les psychologues, cet aspect-là est crucial. Manson n'est pas juste une figure du passé, mais un symbole de la capacité puissante d'une idéologie extrême à transcender les générations. Ça nous rappelle le danger des idéologies sectaires qui, en exploitant la vulnérabilité et en cultivant le rejet social, peuvent vraiment engendrer des comportements, des actes destructeurs, dangereux et dont il faut prévenir. Manson représente cette emprise mentale où les idées, même les plus violentes, se diffusent dans les esprits
en quête de sens ou de rébellion. Enfin, au niveau du QI, Manson a démontré tout simplement un QI qui était exactement dans la moyenne. Il avait un certain déficit, un certain retard au niveau de la compréhension de la lecture, là, du langage écrit, mais ça peut s'expliquer facilement par son déficit de scolarisation. Donc, il n'y a pas grand-chose d'important ou d'intéressant à retirer de ce test de QI. Autrement dit, il n'y a ni un retard intellectuel, ni une douance. Il est tout simplement dans la moyenne. En conclusion, l'évaluation psychologique de Charles Manson menée par le Dr. Roy met en lumière, encore une fois, une combinaison unique de troubles, de facteurs prédisposants, possiblement de gènes, de facteurs biologiques, et ça a donné une espèce de casse-tête complexe entre des troubles schizotypiques ou psychotiques, des troubles antisociaux, des traits psychopathiques. Et c'est une union de traits qui lui a permis de devenir à la fois un leader charismatique, mais aussi un criminel sans remords, capable de modeler l'esprit des êtres humains pour qu'ils agissent exactement selon ses propres délires. Je trouve que cette analyse-là est non seulement un voyage dans la psyché d'un criminel hors norme, mais elle révèle les dangers latents d'une personnalité complexe qui est capable d'influencer et de manipuler jusqu'à une destruction. Ça offre aussi un regard neuf sur l'influence continue que Manson a eue, prouvant que même après sa mort, certaines idéologies extrêmes peuvent persister dans notre société. Segment secte, le gouffre du gourou. Avant de parler spécifiquement de la secte de Manson, qu'il appelait sa famille, je trouvais ça important de regarder plus en profondeur, c'est quoi une secte? Comment ça se crée? Donc, dans cette section-ci du podcast, je te présente 6 sujets qui apportent des informations importantes sur les sectes. Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est souvent perçu comme mystérieux ou dangereux. Et ça se distingue des autres religions traditionnelles par une structure centralisée et une dévotion totale à une figure charismatique, souvent unique, une seule personne. Contrairement aux religions, les sectes fonctionnent souvent dans les marges sociales et attirent ceux qui cherchent un sens, une communauté ou un guide spirituel dans des moments de vulnérabilité. Le terme secte est chargé de connotations négatives, notamment en raison du contrôle coercitif et des pratiques controversées qui viennent avec les sectes. Pourtant, leur étude révèle des dynamiques complexes, avec des besoins humains fondamentaux, comme le besoin d'appartenance, d'amour, de trouver un sens à sa vie, la sécurité. Mais c'est que ces besoins-là vont venir rencontrer une manipulation sophistiquée, et c'est là tout le problème. Deuxièmement, comment ça se crée une secte? Comment on en vient à une architecture complexe de pouvoir comme celle-là? Donc, les sectes se construisent sur une base de manipulation stratégique, où le leader s'appuie sur des techniques de contrôle social et psychologique. Selon Robertson, une étude en 2024 spécifiquement portant sur les sectes, le processus commence par l'identification de groupes d'individus qui sont fragilisés ou vulnérables, souvent dans des moments de transition, un deuil, un divorce, une perte de sens ou de direction personnelle. Les sectes utilisent plusieurs stratégies pour se structurer. L'isolement, donc les membres sont coupés de leurs anciens réseaux sociaux, leur famille, renforçant une dépendance envers le groupe, une idéologie absolue, une vision du monde rigide qui est imposée, où l'organisation est présentée comme la seule solution aux problèmes personnels, sociaux, etc. Des rituels et des symboles. Donc, il y a des pratiques qui sont exclusives, qui vont venir renforcer un sentiment de singularité et d'appartenance au groupe. Troisièmement, pourquoi les gens rejoignent-ils des sectes? L'adhésion à une secte, c'est rarement un acte totalement irrationnel. Les individus cherchent souvent à combler des besoins réels, des besoins émotionnels, sociaux, spirituels,
qui, à ce moment-ci, sont insatisfaits. Il y aura une recherche de sens et de communauté. D'ailleurs, selon une étude de Rousselet en 2017, les membres potentiels d'une secte sont souvent en quête de liens émotionnels profonds et d'un objectif dans la vie, alors qu'ils sont particulièrement en situation de crise. Il y aura de la manipulation émotionnelle. Donc, les leaders exploitent des failles psychologiques, utilisant des termes, des techniques comme de l'amour sans condition, qu'on appelle en anglais du love bombing, pour créer une espèce de dépendance affective. Il y aura une conformité sociale. Donc, l'effet de groupe va venir jouer un rôle majeur. Une fois qu'un individu est intégré dans une communauté étroite, ben là, la peur de l'exclusion ou du rejet va venir renforcer son attachement. Quatrièmement, quel est le rôle du gourou? Donc, figure charismatique et ambiguë, le leader est au cœur de toutes les sectes, agissant comme une figure divine. Selon l'étude de Singer en 1995, le charisme du leader est souvent un mélange de manipulation calculée, mais aussi d'un certain magnétisme personnel. Charisme naturel ou appris, le gourou, lui, présente une façade séduisante. Il joue le rôle du sauveur, d'un parent symbolique, d'un guide spirituel. Il utilise des techniques de contrôle, des techniques subtiles comme une rhétorique hypnotique, des promesses de transformation personnelle, une alternance entre des belles récompenses et des punitions psychologiques et même parfois physiques. Projection des fantasmes des membres, donc les disciples vont attribuer au leader des qualités quasi mythiques, ils vont l'idolâtrer, renforçant son emprise sur eux. Manson, par exemple, a incarné l'archétype du gourou destructeur. Il a combiné une manipulation émotionnelle et une idéologie apocalyptique pour justifier ses actes d'une extrême violence. Cinquièmement, les adeptes d'une secte sont-ils vraiment volontaires? Est-ce qu'il y a vraiment un consentement ou c'est du brainwash? La question de savoir si les sectes lavent le cerveau de leurs membres reste controversée. Et les théories classiques de brainwashing, par exemple, qui ont été popularisées par Lifton et Singer, postulent que c'est comme si les individus perdaient littéralement leur capacité à faire usage d'un jugement quand ils sont sous l'influence de techniques coercitives. Cependant, Richardson, en 2001, dans son étude, nuance ce point. Il dit « Si la manipulation existe, les membres ne sont pas totalement dépourvus de toute autonomie ou de toute agence. Ils adhèrent souvent d'abord volontairement, au moins là, en phase initiale, avant qu'il y ait une dépendance émotionnelle ou une crainte des réprimandes ou du rejet qui s'installe. Comme j'en ai parlé plus tôt, les personnes qui rejoignent des sectes sont souvent dans un grand moment de vulnérabilité de leur existence. À ce moment précis, où ils croisent d'autres adeptes ou le gourou lui-même, ils ont des besoins affectifs fondamentaux et non répondus, auxquels la secte, ou plus précisément le gourou et son idéologie, semblent promettre de répondre. Donc, quelque chose de très attirant là-dedans. C'est dans une optique de la sorte qu'ils s'engagent. Ils offrent un consentement. Mais, soyons clairs, ce consentement temporaire, qui ne semble plus pouvoir être retiré ensuite, n'est certainement pas ce qu'on appelle libre et éclairé. Ce dernier aspect de éclairer veut dire qu'on est conscient de ce qu'une décision qu'on choisit de prendre inclut comme conséquence. Donc, il va sans dire que si on avait dit à une jeune femme qui cherchait un sentiment de liberté, d'appartenance ou d'amour au moment d'entrer dans la famille de Manson, qu'elle finirait aliénée, droguée et à participer à des meurtres pour terminer en prison pour des décennies, elle n'aurait certainement pas été consentante. Sixièmement, conséquences pour les membres, liberté ou prison. Les effets à long terme de l'appartenance à une secte sont profondément variés. Certains anciens membres vont témoigner d'un grand sentiment de libération et de renforcement personnel après leur départ. Mais beaucoup d'autres sont atteints et souffrent de traumatisme, du trouble stress post-traumatique de manière durable après ça.
Donc, dans les traumatismes psychologiques, les membres sortants peuvent ressentir, entre autres, une culpabilité intense, un sentiment de perte d'identité, un sentiment de naïveté, d'humiliation profonde. Et ensuite, des difficultés à reconstruire des relations normales et saines. Ils peuvent vivre aussi une espèce de dépendance résiduelle. Donc, même après avoir quitté une secte, ils continuent de vivre sous, certaines personnes, continuent de vivre sous l'influence idéologique du groupe. Il peut avoir un impact sur les réseaux sociaux aussi. Donc, l'isolement qui est imposé par la secte rend souvent ensuite très difficile de réintégrer une vie sociale, le réseau social d'une personne d'avant, sa famille, ses amis, par exemple. Les sectes révèlent des vérités troublantes sur les besoins humains, de relations, de connexion, de sens. Ça montre comment ces besoins-là, quand ils sont manipulés, quand ils sont non répondus par la personne elle-même, puis manipulés par une personne mal intentionnée, peuvent conduire des individus à des actes qu'ils n'auraient jamais commis ou même imaginés. L'étude des sectes n'est pas seulement un regard sur leurs membres, mais aussi une grande réflexion sur la fragilité humaine et sur la résilience face aux dynamiques de pouvoir et de contrôle. Segment secte, le gouffre du gourou Manson. Classer Charles Manson comme un meurtrier est difficile à faire. À notre connaissance, il n'a pas assassiné lui-même personne. On ne peut pas, par exemple, le classer sous le titre, sous le chapeau du meurtrier en série. D'ailleurs, la folie des meurtres s'est déroulée sur 2 jours, donc ça ne répond pas non plus au terme de meurtrier de masse. Selon la classification des types de meurtriers, Manson serait plutôt dans la catégorie meurtrier à répétition, qu'on appelle spree murder, mais comme c'est pas lui-même qui les a commis, il serait plutôt le chef d'orchestre de meurtre à répétition. Et qu'on lui colle une étiquette de meurtrier ou non, une chose est bien certaine. Il était bel et bien le chef, le gourou d'une secte. C'est de cette organisation, sa famille, comme il l'appelait, qu'il est parvenu à commander tous ces meurtres. Je veux donc parler des détails de sa secte à lui. Commençons par le commencement. Comment Charles Manson a-t-il eu l'idée de créer une secte et de quoi s'est-il inspiré pour construire sa doctrine? Donc, la doctrine de Manson était un amalgame complexe de diverses sources. D'abord, la scientologie. Durant son incarcération, Manson s'est intéressé à la scientologie et a adopté certaines techniques de manipulation mentale et de contrôle psychologique. Il a utilisé ces méthodes-là pour asseoir son emprise sur ses adeptes en exploitant leur vulnérabilité émotionnelle. La scientologie, d'ailleurs, qui avait été fondée en 1953 par Ron Hubbard, c'est un mouvement qui propose une espèce de méthode pseudo-scientifique qu'on a appelée la dianétique. Elle enseigne que les humains sont des êtres spirituels immortels, ou appelés tétanes, qui ont oublié leur vraie nature. Les adeptes de ces croyances-là cherchent à se libérer des influences négatives passées pour atteindre une espèce d'état de clair et ultimement celui de tétane opérant. Ensuite, il y a eu également le White Album des Beatles, dont Manson était complètement obsédé. Et il interprétait plusieurs des chansons, dont Helter Skelter, comme des messages codés qui annonçaient une guerre raciale imminente. Il croyait d'ailleurs que cette guerre-là, qu'il appelait Helter Skelter, c'était le catalyseur d'une grande transformation mondiale, où lui et sa famille joueraient un rôle capital. Ensuite, il y a une lecture aussi qui est En terre étrangère de Robert Heinlein. Donc, il n'y a pas de preuve directe que Manson ait lu ou utilisé ce roman-là, mais il y a plusieurs thèmes. Donc, l'autonomie radicale, la communauté isolée, qui étaient présents dans le livre, qui résonnent beaucoup avec les pratiques de la famille. Manson prônait une séparation totale du reste de la société, encourageant ses adeptes à vivre selon ses propres règles et souvent bien en marge de la loi. Maintenant, quelles étaient les valeurs et les objectifs prônés par Manson? D'abord, en toute modestie, Manson se présentait comme un guide spirituel
Il prônait des valeurs de liberté absolue, de rejet des normes établies. Il encourageait ses adeptes à abandonner leur attache familiale et sociale pour embrasser une nouvelle identité au sein de la famille. Mais derrière cette façade de libération se cachait une idéologie apocalyptique. Manson prêchait, jour après jour, l'imminence d'une guerre raciale cataclysmique, où les Afro-Américains se révolteraient contre les Blancs. Il croyait que cette guerre conduirait à l'effondrement de la société. Et ça permettrait à lui et ses disciples de prendre tout le contrôle et d'établir un nouvel ordre mondial. Pour accélérer l'avènement de cette prophétie, Manson s'est dit, on va organiser des actes de violence. Et donc, il a persuadé ses adeptes que ces actions-là étaient absolument nécessaires pour déclencher la fameuse Helter Skelter. Il justifiait ces meurtres comme des sacrifices indispensables pour purifier le monde et préparer l'avènement de cette nouvelle ère. En somme, cette philosophie-là était une combinaison particulièrement toxique de manipulation psychologique, une interprétation complètement délirante de la culture populaire et de vision apocalyptique, le tout servant à satisfaire ses ambitions personnelles de contrôle et de pouvoir. Comment Charles Manson s'y est-il pris pour attirer et convaincre ses disciples? Donc, comme on sait, à la fin des années 60, on est dans une Amérique en pleine mutation sociale et Charles Manson a su capter l'attention de jeunes adultes vulnérables qui étaient souvent à ce moment-là en quête d'identité et d'un sens. Sa famille se présentait donc comme une communauté libérée, mais en réalité, c'était un réseau bien déguisé, sophistiqué, d'abus et de contrôle, où l'idéologie et la manipulation se mélangeaient pour servir les ambitions et les délires de Manson. Mais comment a-t-il recruté et manipulé ses adeptes pour qu'ils embarquent de ces personnes qui étaient justement en situation de vulnérabilité ou de perte de sens à ce moment-là? Lui, il venait offrir un refuge émotionnel, un refuge physique même aussi, en leur promettant un foyer, de l'amour et une vie complètement libérée des contraintes sociales. Il a d'ailleurs déployé beaucoup de stratégies, particulièrement habiles, pour attirer ces individus-là au sein de la secte. Avant d'exercer un contrôle total sur ses adeptes, il a fallu qu'il utilise plusieurs stratégies de manipulation et de séduction pour parvenir à ses fins. Donc voici ce qu'il a utilisé comme stratégie de manipulation. D'abord, une présence magnétique et un charisme. Tout le monde qui l'a croisé s'entend pour le dire, un charisme naturel qui captivait l'attention de ceux qu'il rencontrait. Il savait, comme un caméléon, adapter son discours et ses comportements pour séduire différents types de personnes, en se présentant tantôt comme un musicien talentueux, tantôt comme un philosophe éclairé et à d'autres moments comme un grand guide spirituel. Il utilisait aussi l'écoute active et une fausse empathie. Donc, il allait prêter attention particulière aux histoires personnelles de ses interlocuteurs en montrant une grande empathie qu'il fakeait, qui les faisait se sentir enfin compris, validés, valorisés. Et cette écoute attentive renforçait la confiance et créait tout de suite une espèce d'alliance, un lien émotionnel fort avec les nouvelles personnes qu'il rencontrait. Il utilisait les compliments et la valorisation. Donc, Manson n'hésitait pas à faire usage de compliments, à flatter les personnes qu'il rencontrait, à souligner leur potentiel illimité. Ça renforçait évidemment l'estime de soi qui était souvent fragile des personnes qu'il rencontrait pour leur donner vraiment le maximum d'approbation et d'attention dont ils avaient besoin. Ensuite, la promesse d'une communauté idéale. Il offrait une perspective de vie communautaire particulièrement harmonieuse, libérée des contraintes de la société traditionnelle. Et cette promesse séduisait les jeunes qui étaient d'abord en quête d'appartenance, de sens à leur vie, mais surtout dans le contexte des années 60, parce qu'on est dans un mouvement de liberté totale, le fait d'être hippie, un mouvement contre-culturel. Ensuite, il a utilisé la musique et l'art. Donc, en tant que musicien, il utilisait la musique comme un outil de séduction. Par exemple, il organisait des sessions musicales où il partageait ses compositions, il créait une atmosphère conviviale, il attirait des personnes qui étaient particulièrement intéressées ou sensibles à l'art et à la créativité. Il faisait exploitation des faiblesses et des aspirations des gens. Donc, Manson savait identifier
les vulnérabilités, les insécurités, même les traumatismes et les aspirations des cibles. Il adaptait, toujours là comme un caméléon, son discours pour rejoindre spécifiquement les besoins des personnes en se positionnant comme étant la solution à leurs problèmes ou le guide vers la réalisation de leur objectif ou de leur rêve. Ensuite, il utilisait il créait un sentiment d'exclusivité. Donc, il faisait sentir à chaque personne qu'il rencontrait qu'elle était spéciale, qu'elle était investie d'une mission supérieure. Et ce sentiment d'exclusivité renforçait particulièrement l'engagement de la personne et sa loyauté envers lui et sa communauté. En combinant toutes ces techniques de manipulation-là, Charles Manson arrivait à attirer l'attention d'individus dans son cercle, en établissant ainsi les bases de son contrôle ultérieur. Une fois intégré à la famille, là, il utilisait des méthodes plus coercitives pour maintenir son emprise. Les adeptes devaient composer avec quel type de traitement au sein de la secte. La vie dans la famille n'était pas aussi rose ou idyllique qu'elle avait d'abord été promise. Manson imposait des règles strictes et un contrôle absolu sur chaque aspect de la vie de ses disciples. Les relations sexuelles, la nourriture, les pensées, etc. Toute désobéissance de leur part était sévèrement punie par des humiliations, par des menaces et parfois par des violences physiques. Le groupe fonctionnait comme une espèce de microcosme, sous tension, où chacun est constamment poussé à prouver sa fidélité. Les meurtres, comme ceux des victimes de l'affaire Tate LaBianca, étaient présentés d'ailleurs comme des actes absolument nécessaires pour présenter l'apocalypse. Mais pourquoi restait-il? C'est une excellente question. Le charisme de Manson et son talent pour exploiter les failles psychologiques des gens expliquent en partie leur loyauté. Beaucoup voyaient en lui une figure paternelle, un guide spirituel. L'isolement, la peur des représailles, la peur du rejet, de l'abandon, renforçaient leur incapacité à partir. Tandis que l'idéologie apocalyptique de Manson donnait un sens à leur existence sans lequel ils ne pouvaient pas vivre. Le cas de Manson illustre un leader charismatique et comment il peut exploiter des techniques d'endoctrinement pour créer une communauté particulièrement obéissante. Être obéissant, c'est une chose, mais en venir à faire commettre des meurtres à des personnes, c'est un autre niveau. C'est un exemple terrifiant de la manière dont des idéologies apocalyptiques peuvent vraiment en venir à justifier l'injustifiable. Avant de terminer le segment sur la secte de Charles Manson, j'avais envie de te parler plus en profondeur des stratégies, des techniques de manipulation, comment il s'en est servi. Une des stratégies qu'on a parlé, c'est les techniques de persuasion. Donc, il a fait une étude approfondie et il a appliqué ensuite les techniques de persuasion. En 1957, quand il avait été incarcéré pour un vol de voiture, Manson a suivi des cours basés sur le livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. C'est un manuel de développement personnel qui enseigne des stratégies pour influencer et persuader les autres. L'écoute active que j'ai nommé tantôt, le renforcement positif, la compréhension des motivations des autres. Il a bien sûr pris ces principes-là puis les a détournés à des fins malveillantes en utilisant pour séduire et manipuler ses adeptes. Il a fait exploitation des vulnérabilités émotionnelles des gens. Donc, il ciblait des individus en quête d'appartenance, traversant des périodes difficiles, et se présentait volontairement comme une figure spirituelle, comme un guide, comme une figure paternelle, qui allait leur offrir un sentiment d'amour, de compréhension, de communauté, d'appartenance. Et ça créait, dès les premiers instants, un sentiment de dépendance émotionnelle. Ça rendait les personnes plus réceptives à ses idées, puis ensuite à ses directives. L'isolement social aussi, en établissant la famille dans des lieux reculés, le ranch à Spawn, Manson isolait ses membres de leur famille, de la société, de leurs amis. Et cet isolement-là renforçait son contrôle. Donc ça aussi, ça a contribué à comment certaines personnes ont eu de la difficulté à quitter. Ça limitait qu'il y ait des influences extérieures qui viennent convaincre les personnes de remettre en question ces enseignements. Il y a eu utilisation de psychotropes aussi. Donc, Manson administrait régulièrement des drogues hallucinogènes comme le LSD à ses adeptes.
Ces substances-là altéraient, bien sûr, leur perception de la réalité et ça vient affaiblir aussi leur jugement critique. Ça les rendait plus suggestibles à des manipulations. La répétition de messages apocalyptiques était aussi une stratégie qui a été utilisée. Donc, ils prêchaient inlassablement une vision apocalyptique, notamment la prophétie de la guerre raciale, là, Helter Skelter. En répétant ces messages-là tous les jours, il instillait une peur, il instillait un sentiment d'urgence pour ainsi justifier après des actions extrêmes et consolider son autorité aussi. La déshumanisation des cibles. Donc, Manson a utilisé des stratégies pour dépeindre les victimes potentielles comme étant des ennemis à abattre, des obstacles à réaliser leur mission divine. Le fait de déshumaniser ces personnes-là a facilité la justification des actes d'une grande violence et les membres ont fini par percevoir les meurtres comme étant nécessaires et légitimes. Il y a eu ensuite aussi l'utilisation de rituels et de symboles. Donc, il instaurait des rituels, des chants, des symboles spécifiques pour renforcer le sentiment d'unicité, la cohésion dans le groupe, créer un sentiment d'identité commune que seuls eux avaient. Et ces pratiques culturelles viennent cimenter l'allégeance des membres et se sentir vraiment distingués du reste de la société. Il utilisait le contrôle de l'information aussi. Donc, il contrôlait de manière très stricte les informations qui étaient rendues accessibles à ses adeptes. Il filtrait les nouvelles, les interprétait, les réinterprétait avec sa vision. Et cette manipulation de l'information venait empêcher les membres de poursuivre leur autonomie, leur pensée critique, leur indépendance, et les maintenait sous son influence. En combinant toutes ces stratégies-là, Charles Manson a créé une emprise psychologique particulièrement puissante sur ses adeptes. Il les a transformés, littéralement, en instruments de sa volonté et a orchestré ainsi des actes criminels d'une ampleur tragique. Segment secte, les conseils d'une psy. Avant qu'on termine le podcast sur notre traditionnel segment de croissance post-traumatique, j'ai décidé de consacrer un petit segment pour donner quelques conseils sur comment se protéger d'une personne avec des intentions malveillantes à notre égard, une personne qui tenterait par exemple de nous amener à souscrire à sa secte, qu'elle soit elle-même une adepte ou qu'elle en soit le leader. Les dérives sectaires représentent un danger réel, tant pour les individus que pour leurs proches. Je trouve ça essentiel de savoir identifier certains signes avant-coureurs, les red flags, et connaître les ressources, notamment. Je vais nommer les ressources au Québec, mais bien sûr que dans chaque pays, il y en a pour prévenir et pour lutter contre ces situations. Donc, voici quelques signes indicateurs des dérives sectaires. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires identifie plusieurs critères caractéristiques des dérives sectaires. Numéro 1, une déstabilisation mentale. Donc, l'utilisation de techniques visant à altérer le jugement critique des individus. Des exigences financières exorbitantes. Donc, le fait de solliciter de l'argent de manière répétée et excessive. Des ruptures avec l'environnement d'origine. Donc, quand il y a un isolement social qui est exigé, qu'on demande à ce que tu ne vois plus ta famille, tes amis, ton milieu de travail. Des atteintes à l'intégrité physique. Donc, toute pratique qui met en danger la santé mentale ou physique, la sécurité de ses membres. Un embrigadement des enfants. Donc, le fait d'endoctriner les mineurs au sein du groupe. Un discours antisocial. Donc, des propos qui incitent à la haine ou à la violence envers les autres. Les troubles à l'ordre public, donc des actions qui viennent perturber la paix sociale. Des démêlés judiciaires, donc quand la personne a des antécédents légaux ou le groupe. Les activités du groupe sont connues légalement pour être violentes, néfastes. Le détournement des circuits économiques, donc quand il y a une espèce d'exploitation économique illégale ou abusive, au-delà d'exiger de l'argent de ses membres, là, ça peut être par exemple d'exploiter des failles
des tentatives d'infiltration dans les pouvoirs publics, donc une volonté d'influencer ou de contrôler les institutions publiques. Évidemment, un seul de ces critères-là, ça suffit pas à caractériser qu'une organisation est sectaire. Mais quand il y en a plusieurs parmi ceux que je viens de te nommer, on doit commencer à s'inquiéter. Au Québec, plusieurs organismes offrent soutien et information à propos des dérives sectaires. Je pense à InfoSect, qui a été fondé à Montréal en 1980, un organisme à but non lucratif qui va donner de l'aide et de l'information sur les groupes sectaires, sur les idéologies, sur le fonctionnement. Il y a aussi le Centre de prévention de la radicalisation qui mène à la violence, donc le CPRMV, qui est principalement axé sur la radicalisation, mais il y a quand même beaucoup de ressources et des conseils pouvant s'appliquer aux dérives sectaires. Je veux donner quelques conseils pour les proches aussi. Donc, si tu suspectes qu'un de tes proches est sous l'influence d'un groupe à dérive sectaire, voici quelques recommandations. Premièrement, maintenir le dialogue. Engager des conversations ouvertes et sans jugement pour comprendre les motivations et les expériences de la personne. Et le sans jugement, c'est difficile à faire. Parce qu'on s'inquiète, parce qu'on veut pas que l'autre souffre, parce qu'on veut pas qu'il se fasse entourlouper, mais s'il y a des jugements, la personne va se couper. Et maintenir la communication, maintenir le contact, c'est un essentiel. Ensuite, s'informer. On peut se renseigner sur le groupe en question, sur les pratiques, les antécédents. On peut utiliser les ressources que je viens de nommer pour faire appel à de l'aide. J'invite aussi à éviter la confrontation. Donc, une approche accusatrice va faire ressentir la personne qu'elle est rejetée dans son milieu et la faire se rapprocher de la secte. On peut travailler à encourager l'esprit critique. Donc, on va plutôt poser des questions à la personne qui incite à la réflexion sur, par exemple, les contradictions ou les incohérences dans le groupe. Comment tu t'es senti quand tu as été obligé de... Qu'est-ce que ça te fait sentir quand X, Y, Z? Mais surtout, un classique, chercher de l'aide. Contacter des professionnels ou des organismes pour obtenir des conseils, mais aussi pour prendre soin de toi. Parce que le sentiment d'impuissance, l'anxiété qui en découle est particulièrement souffrant. En utilisant les ressources, c'est possible de prévenir et de contrer les effets néfastes et les dérives sectaires sur les personnes et sur leurs proches. Segment croissance post-traumatique. Comme à l'habitude, je termine cet épisode-là sur le cas de Charles Manson, qu'est-ce qu'il nous a appris en tant que société, comment ça a pu faire évoluer certains domaines. Comme le cas de Charles Manson a été extrêmement médiatisé, étudié, parlé, décortiqué, malgré l'horreur de la chose, ça nous a appris beaucoup en tant que société et ça nous a permis de faire des changements pour éviter que de nouveaux drames de la sorte se reproduisent. Dans le domaine légal, par exemple, il y a une responsabilité pénale par procuration qui a commencé à s'instaurer. Donc, ce cas-là a établi qu'un individu peut être tenu légalement responsable, même si le crime a été commis par d'autres personnes quand il les a orchestrés ou incités, même sans avoir été sur les lieux ou participation directe. Il y a eu une évolution des lois sur les sectes. Donc, on est devenu alors avec un besoin de législation spécifique pour encadrer les dérives sectaires et prévenir les souffrances ou les horreurs qui peuvent en découler. La protection des droits des accusés. Donc, le procès qui a été très, très médiatisé a soulevé une question sur l'équité judiciaire et l'influence des médias sur les procédures légales. Dans le domaine psycholégal, on a compris comment la manipulation mentale, ce cas-là a mis en lumière comment l'emprise psychologique peut être un facteur atténuant ou aggravant dans les crimes. On s'est amélioré aussi dans le domaine de l'évaluation des capacités mentales. Les experts ont dû analyser le discernement des membres sous l'influence d'un leader charismatique. Dans le domaine psychocriminologique, on est devenu plus à même de comprendre le profil des leaders charismatiques destructeurs. Donc, les chercheurs sont venus approfondir l'étude des traits de personnalité chez les chefs de secte. On a mieux compris les mécanismes d'endoctrinement, donc on a travaillé à étudier quelles sont les techniques, toutes les techniques que je t'ai nommées un peu plus tôt. Comment on fait pour recruter, pour contrôler les adeptes et même les amener à des actes aussi horribles que dans le cas de la famille de Manson. On a pu voir aussi le pouvoir immense de la conformité et de l'obéissance. Donc, c'est un cas qui a illustré comment les individus ordinaires peuvent commettre des actes extrêmes qu'ils n'auraient jamais commis sans avoir été sous l'influence de ce groupe-là.
On a pu étudier aussi l'influence du charisme sur le comportement. Donc, on a fait une étude approfondie de l'impact du leader charismatique sur la prise de décision individuelle. Dans le domaine éducatif et préventif, ça nous a permis de commencer à mettre sur pied des programmes de sensibilisation aux dérives sectaires. Donc, on a adopté des initiatives pour informer le public. C'est quoi les red flags, les signes avant-coureurs? C'est quoi les dangers des sectes? On a pu mieux former les professionnels, éduquer les enseignants, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé mentale à détecter et à intervenir auprès des personnes à risque qui étaient en ce moment endoctrinées ou a posteriori. Dans le domaine médiatique, on a travaillé sur l'éthique journalistique. Donc, il y a eu une grande réflexion qui s'est faite sur la responsabilité des médias dans la couverture des crimes et de comment ça pouvait donner une notoriété aux criminels. Ça a eu un impact sur la culture populaire, donc ça a inspiré de nombreuses œuvres. Ça a soulevé beaucoup de questions sur le fait de glorifier la violence, finalement. Dans le domaine législatif, il y a eu un renforcement des lois sur la protection des mineurs. Comment on peut adopter des mesures pour protéger les enfants contre l'endoctrinement et les abus au sein des groupes sectaires. Ça a permis aussi qu'on fasse une surveillance plus accrue des activités sectaires. Par exemple, il y a eu des organismes qui sont dédiés à la surveillance et la prévention des dérives sectaires. On a amélioré les techniques d'enquête. On a développé, par exemple, des nouvelles méthodes pour enquêter sur les crimes commis dans des groupes organisés comme les sectes. Ça a également permis une meilleure collaboration inter-agences. Donc, il y a eu un renforcement de la coopération entre les différentes institutions pour mieux gérer les affaires complexes qui sont impliquées dans le cas des sectes. Au niveau de la santé mentale, on a eu, encore une fois, une étude approfondie des troubles comme le narcissisme pathologique, le trouble de personnalité antisociale, la psychopathie chez les leaders sectaires. Et on s'est attardé aussi au traumatisme laissé par le passage dans une secte, à comment il fallait réhabiliter et soigner les personnes qui sortaient parfois avec un trouble stress post-traumatique d'expériences comme celle-ci. Au niveau du domaine sociétal, on s'est demandé, on a eu des discussions sur la liberté religion versus la protection du public. C'est où les limites de la liberté de choix par rapport à un culte ou une religion quand, dans, par exemple, le cas d'une secte, on en vient à des comportements illégaux ou carrément dangereux qui sont encouragés au sein de ce groupe-là. Et évidemment, on a mis en lumière aussi comment le soutien communautaire était important, comment créer des réseaux sociaux et familiaux pour prévenir que l'isolement mène à un endoctrinement dans une secte. Comme on peut voir, il y a quand même beaucoup de domaines, beaucoup de choses que le cas légendaire de Charles Manson et de sa secte a pu nous apporter comme société et ça a permis des changements. Je veux conclure cet épisode en disant que le cas de Charles Manson, c'est un récit, c'est beaucoup plus qu'un récit de crimes horrifiants. C'est une fenêtre sur les profondeurs de la psyché humaine et sur les dangers de l'influence mal intentionnée, mal dirigée. Dans cet épisode-ci, j'ai exploré les multiples dimensions de la vie de Manson, son enfance, le rejet des violences, mais aussi son ascension en tant que leader manipulateur et l'héritage sombre qu'il a laissé derrière lui. L'histoire de Manson et de sa famille a mis en lumière des failles systémiques et sociétales, un isolement émotionnel, dérive du charisme, lacunes de notre compréhension des dynamiques sectaires. Ça nous pousse à réfléchir sur des questions fondamentales comme jusqu'où peut aller l'obéissance à une figure d'autorité. Comment des traumatismes non résolus peuvent-ils engendrer des comportements aussi destructeurs? Et surtout, comment notre société peut-elle mieux se protéger et protéger ses membres les plus vulnérables? En tant que société, on a tiré de nombreux enseignements. Plusieurs améliorations dans le domaine légal, psychologique, psychocriminologique, législatif, sociétal. Mais ces leçons ne doivent pas rester dans le passé. Elles doivent continuer à guider nos actions, nos lois et nos approches thérapeutiques. Je trouve, pour conclure, que c'est important de se rappeler que derrière chaque leader charismatique, chaque idéologie extrême, il y a des êtres humains brisés, souvent dans une grande quête d'amour, d'appartenance ou de sens à leur vie. Et quand on comprend ces dynamiques-là, on peut mieux prévenir des tragédies
comme celle-là. On peut offrir des chemins vers une réhabilitation à ceux qui en ont été les victimes. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode-là, qui est un peu plus intense, un peu différent, riche en réflexion. Au prochain épisode, je vais traverser le cas sinistrement connu de John Wayne Gacy, un meurtrier terrifiant qui a fait plus d'une 30aine de meurtres de jeunes garçons. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer que ce prochain épisode sera déjà le dernier de la saison 1 du Psychocrime podcast. Le podcast, et surtout moi, je prendrai une pause pour l'hiver. Je prévois d'ailleurs revenir au printemps 2025 avec une nouvelle série complète. Plein de nouveautés pour la saison 2. Mais en attendant, on se revoit au 6e épisode. D'ici là, si ça te tente, prends quelques minutes, quelques secondes pour liker les réseaux sociaux du podcast, pour commenter, pour partager, pour laisser des étoiles si ça te parle. D'ailleurs, si tu me commentes, je vais me faire un plaisir de répondre. J'adore interagir avec d'autres passionnés de True Crime. Le Psychocrime podcast, thème musical et mixage sonore par Jean-Michel Soudre. Logo et graphisme par Jessica Boissonneau. Recherche, réalisation, édition et animation par Dr Véro Ménard, psychologue. Un podcast présenté par Psy Tu savais Incorporé.